Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a déjà un petit moment qu'on ne s'était pas vu et il y a deux raisons à cela. D'abord, je suis présentement en train d'apprendre plein de chansons puisque je vais me produire cet été avec plusieurs groupes, donc j'ai plusieurs répertoires à apprendre, ce qui me demande quand même passablement de temps. Et aussi, dernièrement, je vous avais préparé une vidéo qui a été bloquée par l'algorithme de YouTube, puisque j'ai été assez naïf pour croire que je pouvais utiliser quelques extraits musicaux connus dans des buts didactiques, même si ces extraits étaient relativement courts. Eh bien, ce n'était pas le cas. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, nous avons tout un menu, puisque, comme je l'ai annoncé dernièrement, j'ai eu la visite la semaine dernière de Joel, qui est venu nous offrir ses meilleurs plans rythmiques de guitare Texas Blues Style. Et comme vous pourrez le remarquer, avant de pouvoir courir, il faut savoir marcher, et c'est sur cet aspect que Joel s'est attardé particulièrement. Aussi, j'ai été invité à la fin du mois d'avril par Joel à monter sur scène avec lui lors d'un de ses concerts au Petit Campus, un établissement bien connu de la région de Montréal, et j'en ai profité pour effectuer ce qu'on appelle dans le jargon un rig rundown, c'est-à-dire une explication détaillée de l'équipement qu'il utilise sur scène. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Enfin, en bonus, je vous offre en guise de performance de la semaine mon passage sur scène avec Joel. Et je vous souhaite bon visionnement. Nous allons nous revoir bientôt. Sur ce, portez-vous bien. Avant de commencer à vous montrer ce que je considère qu'une couleur texane typique, je voulais juste spécifier que c'est toujours une opinion, puis qu'il y a probablement des historiens et spécialistes du blues à quelque part qui vont dire « Ah, ça vient de ci, de là ». C'est toujours un peu une opinion personnelle, mais c'est aussi ce que j'ai appris de mon expérience au Texas, puis aussi de ce que j'ai entendu live sur scène. Donc, je vais vous présenter quelques riffs, à mon opinion, qui ont un swing Texas style. Le premier, le plus classique, évidemment, on parle d'un riff à la Stevie Ray Vaughan, un riff à la Pride and Joy, qui est un shuffle. Ce qui est très important à comprendre, moi, ce que j'aime du Texas Shuffle, c'est le swing. Il y a comme un swing sur la batterie avec un 1-2 très collé. Donc, c'est bien laid back, puis en même temps, il y a un petit côté qui pousse par en avant toujours. Ce qui différencie, à mon opinion, de la manière de jouer du Chicago Blues ou Mississippi Blues. C'est vraiment... Tu sais, ça jump. C'est que si on prend un shuffle style Stevie Ray Vaughan... Puis si je le fais au ralenti, vous pouvez remarquer que je vous ai fait un shuffle avec un picking up and down. C'est que check two, check two, check two. C'est là que ça se passe pour moi la couleur texane. Check two, check two. Puis ça jump rapidement sur le check two. Puis vous pouvez remarquer aussi que j'ai switché de picking up and down à un picking juste down picking pour la deuxième partie, mais toujours en appliquant cette dynamique-là. Donc, pour moi, c'est ça qui se passe quand on écoute du Stevie Ray Vaughan, puis avec encore plus de swag, évidemment, mais c'est ça. Le deuxième beat que je vais vous présenter, ça s'apparente pas mal à ce que j'ai entendu avec les Thunderbirds, puis je sais pas si la ligne pour la rythmique est vraiment texane, mais il y a beaucoup de couleurs. C'est ce qu'on appelle, je pense, un tramp beat. Évidemment, encore, ça, c'est à mes connaissances. Puis ça, c'est un beat qui joue beaucoup dans les jams au Texas. Ça, encore une fois de plus, c'est toujours l'accent. On pourrait le jouer plus relax, on pourrait le jouer
mais il y a une genre de côté tense quand on joue le Texas Blues. Sinon, ça peut être... Il y a un accent plus égal, mais là, je vais vraiment accentuer le shakum, shakum, comme un fouet. Cowboy du Texas avec son fouet. Ça, c'est un beat So Excited, Stevie Ray Vaughan et Fabulous Thunderbird. Le troisième riff que je vais vous présenter s'accompagne avec le trap beat. Puis ça aussi, à mon opinion, en tout cas, à mes connaissances, là, ça peut être de n'importe où, mais à mes connaissances, c'est vraiment beaucoup de Texans. Je trouve qu'il y a beaucoup de la guitare qui fait la section des cuivres et des horns. C'est que sur un trap beat, vous allez avoir une rythmique qui est... L'accord, dans le fond, c'est un La. Puis on peut rajouter le pouce. Bien simple. Puis l'important encore, c'est toujours dans l'accent. Il faut que ça ait un anglicisme, on dit whip, un fouet. Tap, 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 tap. Mon quatrième riff que je considère aussi un peu Texas, parce que c'est un riff que ZZ Top a fait connaître. Puis c'est aussi un riff, à mon avis, qui vient beaucoup des rythmiques de Lightning Hopkins, qui frôle avec le rock and roll. Donc, on parle d'une tune comme Tube Snake Boogie de ZZ Top. Donc, ça, c'est la même chose, encore une fois, avec un accent bien saccadé, à la place de juste... Là, il manque l'accent présentement. Si vous voulez vraiment avoir une couleur texane, comme Lightning Hopkins qui jouait souvent les rock and... Ça vient pas mal de là. Ça c'est old school, c'est un hybride entre rock and roll et blues. Ça qu'écoutez ça, Tube Snake Boogie, écoutez Lightning Hopkins, Mojo Hands, vous allez l'entendre. Okay, mon dernier riff, c'est un riff rock and roll, style Texas, que vous pouvez entendre souvent sur Jimmy Vaughan, les Thunderbird, qui a probablement aussi influencé Stevie Ray Vaughan dans la chanson The House is Rockin'. Puis c'est vraiment... c'est des vieux riffs rock and roll. Puis ce qui fait que je trouve que ça a une couleur texane pour moi, c'est la manière qu'on va relâcher l'accord. C'est qu'on fait l'accord, on relâche rapidement. On fait ça à plusieurs reprises. Ce genre d'émotion-là, mais sur la couleur qu'on va aller chercher, le petit swing Texas. C'est que ça donne un... C'est que ça, c'est vraiment, pour moi, ça définit le rock and roll Texas, le rock and roll blues. Sinon, on aurait quelque chose... plus linéaire, plus plein. Mais si vous ajoutez le petit release en anglais, le petit relâchement des doigts, vous ajoutez le swing Texas à l'accent où vous le désirez. La preuve, c'est comme The House is Rockin'. Ça, c'est plus rempli, mais il y a toujours un petit peu subtilement. Rappelez-vous bien, un petit relâchement, un swing laid back, un 1-2 bien collé, puis vous devez vous approcher de ce qui est une petite couleur texane. Joël, je pensais que tu étais un gars d'ampli Fender. Moi, quand on pense Texas Blues, on pense ampli Fender. Mais là, oui. Ce que je vois ici sur la scène, c'est un Marshall. Oui, mais j'en ai 2 Fender, puis je suis un gars de Fender, mais je suis pas encore au niveau de ce que je peux amener 4 amplis sur le stage. C'est que quand je fais des shows de rock et des shows de mes compositions, j'aime beaucoup mon Marshall, qui est dans un cabinet de GCM 800, mais que je soupçonne de ne pas être original. Mais ça, la tête, ce qui est intéressant, c'est un GMP 50 watts. L'année 1978,
Ce qui est particulier de cet ampli-là, bien, premièrement, les 50 watts, c'est intéressant parce que c'est moins fort. Puis c'est l'ancêtre des GCM 800, si on veut. Là, c'est comme la génération avant. Puis il a été modifié aussi. C'est des EL34, qui est comme les vrais vieux tubes, les Marshall des débuts des années 70, les années 60. C'était des EL34, les tubes. Donc, c'est un ampli très puissant. Pas toujours facile à utiliser dans les salles à cause du volume, mais avec une tonalité incroyable, vraiment. Là, ceux qui ont la chance, il y en a, ils les ont faites de 1978 à 1981, je crois. GMP, c'est marqué ici. Si vous avez la chance d'en trouver un, là, c'est un investissement. Puis, écoute, à plusieurs reprises, moi, je t'ai vu, tu avais des problèmes de volume, justement, parce que c'est un ampli qui dégage énormément de volume. Ouais. Qu'est-ce que tu fais pour en enlever un peu? J'ai un petit truc, puis je vais vous le dire, c'est pas la meilleure setting ce soir. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est prendre n'importe quoi, que ce soit un étui de guitare ou un étui pour mon rack à pédales, qui est coussiné un peu. J'aime mieux ça que les plexiglas. Je trouve que les plexiglas, ça rebondit, ça distribue le son un peu trop partout. Les choses coussinées, je trouve que ça l'absorbe, ça l'enlève juste. C'est facile à manipuler pour enlever un peu plus qu'on a besoin. Donc, comme ce soir, moi, je couvre à peu près la moitié de mon cabinet avec mon coussinet, puis ça enlève un peu le edge trop aigu pour la foule. C'est une de mes techniques. Alors, Joël. Oui. Tu nous avais présenté quelques-unes de tes guitares quand tu étais venu à Rockologie TV, mais il y en a certaines qu'on n'avait pas vues, entre autres cette Flying V. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette guitare? Gibson, c'est une Flying V que je suis tombé en amour quand j'ai acheté avec parce qu'elle sonnait magique. Autrement dit aussi, c'est un modèle, j'ai oublié le nom du modèle spécifique, mais c'est un modèle 4% plus petit. Le body il est plus petit qu'une standard. Puis il n'y a pas de chrome sur les pick-up. Il y a aussi les pulls, comme ça, sur les boutons, qui permettent de jouer single coil, qui veut dire à un micro seulement. Mais moi, je m'en sers jamais. Je sers toujours le humbucker complet. Puis c'était des modèles qui ont fait pendant seulement, je pense, 4 ans, qui venaient en noir et en rouge vin. Guitare très spéciale. C'est devenu ma Gibson principale. Maintenant, parle-moi de cette Les Paul Junior qui est derrière toi. C'est pas une Gibson, hein? Puis elle a l'air d'avoir eu beaucoup de véhicules. Epiphone. Puis je vais en surprendre quelques-uns. J'ai pas de complexe du tout avec les guitares à bas prix. Ça, c'est une guitare d'environ 150$. Mais j'aimais le bois, j'aimais la qualité du grain. Moi, une bonne guitare, quand même, qui coûte pas cher, celle a une belle qualité, ça vaut la peine. Comme ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé les deux volumes, les deux potes, avec des potes de meilleure qualité américains. Le pick-up, qui est un P90, j'étais chez un luthier qui avait une machine pour rouler, embobiner les pick-up. Donc, j'ai enlevé le vieux fil. J'ai mis le vrai fil qu'il y avait dans les vrais vieux P90, mais je l'ai en plus amplifié. Donc, à place de mettre 20-30 000 tours de fil, j'ai mis comme 50 000 tours de fil sur le compteur. Évidemment, l'autre chose que je fais toujours, c'est une job de polissage de fret. Le Bones, ça, j'ai acheté le Nut, c'est vraiment fait en os, c'est qualité, et les clés aussi. C'est comme des petits upgrades de base, mais qui fait que la guitare a quand même besoin d'amour, elle est quand même fragile, mais pour le prix, c'est incroyable, ça sonne. Puis c'est en Ré, donc je m'en sers pour la slide, c'est un Ré ouvert pour jouer du Hound Dog Boogie, Hound Dog Taylor, Elmore James. Maintenant, parle-moi de cette Telecaster ici qui n'a pas de pickguard. Oui, puis que je soupçonne de me causer des problèmes de courant électrique des fois, parce que dans les pickguards, vous remarquez qu'il y a du papier d'aluminium qui, je crois, sert pour les protections, le ground en anglais. Mais ça, c'est une télé que j'aime beaucoup. J'ai acheté parce qu'elle est très légère. Bien, très légère. Il y en a des plus légères, mais du côté légère. Puis c'est les modèles Highway One. C'est des modèles un peu comparés. Ça se compare à les Gibson qui ont fait le même concept de ne pas mettre beaucoup de vernis puis de mettre rien de fancy ces guitares. Donc, c'est pour ça qu'elle s'use très vite. Vous pouvez remarquer que c'est satiné, un peu comme ma SG. Puis elle est accordée à un ton plus bas, donc je m'en sers pour mes chansons Shotgun Love et Old Man's Gun. Très bonne guitare, un peu plus croustillant comme son qu'une télé pesante. C'est très intéressant. Maintenant, côté pédale, on voit que tu as quand même un pedalboard, je te dirais, il est modeste, mais il est bien garni quand même. Oui, oui.
Il m'en manque une. Il me manque une fuzz qui était brisée. Mais principalement, j'utilise ça, c'est le secret. C'est ce que j'avais pas au début. Je conseille à tout le monde vraiment, le pedalboard, là, oubliez les multiples batteries et tout. Ramassez-vous un bon distributeur de courant. Principalement, ça, c'est l'accordeur, un mute aussi. Est-ce que c'est la première pédale que ton signal voit? Montre-moi ça dans l'ordre. La guitare s'en va directement ici. Ensuite, ça, c'est le noise suppresseur, un peu à cause de ma Telecaster qui n'a pas de ground, puis ma fuzz qui est bien bruyante. Donc, lui, il annule un peu le son quand vous avez trop de son dans les bars. Je m'en sers pas toujours. Mais quand il y a trop de hum, de G, je m'en sers. Lui, il split le signal en deux. Les pédales à courant plus bas vont ici et les courants plus hauts vont ici. Ça, c'est mon écho. C'est un carbone copy. J'aime beaucoup. Je ne le changerai pas pour rien au monde. C'est parfait. C'est comme une belle couleur, belle rondeur. MXR, j'aime beaucoup. Ensuite, enchaîné à ça, c'est le Déjà Vibe de Full Tone, qui est un copy. C'est un mini tube en dedans qui tourne. C'est supposé de simuler une B3. Mais originalement, c'était le Tech de Jimi Hendrix qui voulait faire le son d'une B3 dans une pédale. Donc, ça vient de le son que vous connaissez de Hendrix, le ça, c'est ça. Ensuite, pour ma deuxième chaîne, mais c'est seulement des boosts, des petits boosts de crunch, j'ai mes deux Tube Screamer. Ça, c'est la Maxon. Très intéressante pour ceux qui peuvent trouver ça. C'est pas un modèle extrêmement dispendieux, mais il faudrait que je relise l'histoire, mais je crois que ceux qui ont fait la Maxon, c'est ceux qui ont fait le même design que les premières 808. Ça sonne très, très bien. Puis ça, c'est la classique Ibanez. C'est pas une vintage, c'est une des années 90-2000. Donc, un peu plus de crunch, encore plus de crunch. Ensuite, je vais dans... Ça, c'est une distorsion que je ne me sers pas souvent. Je trouve que ça scoop les mids. Donc, on enlève les fréquences du milieu, mais elle a un son particulier fin année 78. C'est pour ça que c'est la 78 distorsion. Mais quand je l'ajoute à combiner avec une de ceux-là, de celle-là, c'est vraiment excellent. Puis pour terminer, le Full Tone, j'ai oublié le nom. C'est en tout cas, c'est un wah-wah Full Tone. Puis si vous pouvez voir ici, il y a 3 switches. Il y a des settings, le WAC, Waked, Jimi Hendrix, puis Shaft. Puis vous avez le niveau ici de volume. Et je l'aime bien. Je trouve très belle qualité sonore, dans le sens ça paraît que les composantes, c'est des bonnes qualités. Mais c'est pas ma pédale préférée au niveau de l'effet wah. Un peu dur à contrôler, donc je considère peut-être l'échanger. C'est à peu près ça mon pedalboard. Puis là, vous allez entendre un gros splush, parce que je vais me repluguer. Et voilà!